Et si tout ce qu'on pensait savoir sur l'outil Fibonacci était en fait faux? Aujourd'hui, on va explorer une stratégie qui, on peut le dire, ignore complètement les manuels. L'idée, c'est de suivre à la trace ce qu'on appelle le smart money, l'argent des institutions. Alors, attention parce que notre vision de cet outil risque bien de changer radicalement. Voilà. C'est ça l'idée qui change tout. Cette phrase, elle ne fait pas que nuancer une règle, non, elle la pulvérise. Ce fameux niveau des 61,8%, le Saint Graal pour tant de traders, eh bien ce ne serait pas du tout un support. En fait, ce serait un véritable piège tendu par les gros poissons du marché. Et là, on voit parfaitement les deux mondes. D'un côté, il y a le trader particulier, qui voit ces niveaux Fibonacci comme des sortes de murs, des points où le prix est censé rebondir comme une balle. Et de l'autre, il y a les institutions. Pour elles, ces mêmes niveaux, c'est tout l'inverse. Ce sont des aimants, des zones cibles qui attirent le prix parce que c'est là que se trouve la liquidité. Et c'est là que ça devient crucial. Imaginez un peu, des millions de traders qui placent tous leurs ordres, leurs stop-loss, pile poil sur ces niveaux. Qu'est-ce qu'ils créent sans le savoir? Eh bien, ils créent une énorme piscine de liquidité. Et pour les institutions, c'est l'endroit parfait, le spot de rêve pour venir exécuter leurs ordres gigantesques dans le sens opposé. Et hop, ils absorbent toutes les positions des particuliers au passage. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le fameux piège de Fibonacci. On va décortiquer ensemble pourquoi cette stratégie, qui est pourtant super populaire, eh bien elle échoue si souvent. Parce que, et c'est ça le plus important, le problème ce n'est pas l'outil en lui-même. Non, c'est la façon dont on le lit. Alors pour bien saisir le piège, il faut d'abord parler de liquidité. C'est quoi au juste? En gros, c'est très simple. Ce sont les zones sur un graphique où il y a une tonne d'ordres qui attendent, surtout des stop-loss. Et pour les gros acteurs, les institutions, ces zones, c'est littéralement des réservoirs de carburant. C'est là qu'ils vont puiser pour pouvoir passer leurs énormes ordres sans que le prix ne s'envole ou ne s'effondre. Ok, il faut savoir qu'il y a deux grands types de chasse à la liquidité, qu'on appelle des balayages. Le premier, c'est en fin de tendance, ça annonce souvent un gros retournement de marché. Mais celui qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est le deuxième, le balayage de liquidité interne. Celui-là, il se produit en plein milieu d'une tendance, pendant une correction. Et c'est lui le coupable. C'est lui qui piège les traders qui utilisent Fibonacci de façon, disons, académique. Maintenant, un point essentiel. Revenons aux bases, aux fondations. C'est comme un architecte. Avant de sortir son maître, il doit absolument comprendre le terrain sur lequel il va construire. En trading, c'est pareil. Notre terrain, c'est la structure du marché. C'est l'histoire que le graphique est en train de nous raconter. Et voilà la raison numéro 1 pour laquelle Fibonacci plante si souvent. La plupart des gens l'utilisent sur la mauvaise structure de marché. Il faut vraiment voir la structure comme les fondations d'une maison. Fibonacci, lui, c'est juste le mètre qu'on utilise pour mesurer les murs. Mais si vos fondations sont bancales, eh bien, vos mesures, elles ne servent absolument à rien. En fait, le marché, il n'a que trois façons de s'exprimer, trois langues. Soit on est en tendance haussière, les sommets et les creux montent. Soit on est en tendance baissière, les sommets et les creux descendent. Soit le marché est en range, il bouge de côté, sans direction claire. Et la règle, c'est que Fibonacci n'est fiable que dans un marché en tendance. Si on l'utilise dans un range, c'est comme essayer de mesurer du bruit. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est vraiment la règle d'or. La règle numéro 1. Si le marché n'est pas clairement en tendance, on range l'outil Fibonacci. Il perd toute sa pertinence, parce qu'il n'y a pas de vrai mouvement à mesurer. C'est le point de départ de tout. Sans ça, on part dans la mauvaise direction. Ok, maintenant que les bases sont claires, passons à la partie la plus intéressante. Comment est-ce qu'on repère cette fameuse signature du smart money? Ce petit signal parfois subtil qui trahit leur présence et qui nous montre où se cache la vraie opportunité. Alors, ce balayage de liquidité interne, c'est ça le mécanisme du piège. C'est une manœuvre intentionnelle. Les institutions vont volontairement pousser le prix juste un peu au-delà des niveaux de 50 ou 61,8%. Pourquoi? Pour aller déclencher la masse de stop-loss qui s'y trouve. Une fois que ce carburant, cette liquidité est collectée, là, le vrai mouvement dans le sens de la tendance peut enfin démarrer. Bon, concrètement, comment on identifie cette manœuvre? C'est un processus en 4 étapes, très simple. Étape 1, le prix arrive tranquillement dans la zone des 50-61,8%. Jusque-là, tout est normal. Étape 2, et c'est le moment clé, le prix pousse, parfois violemment, au-delà de la zone. Ça, c'est le balayage, la chasse au stop. Étape 3, la confirmation. Une bougie doit impérativement clôturer de nouveau à l'intérieur de la zone. C'est le signal que le piège est terminé. Et c'est seulement à l'étape 4 que la configuration est validée et qu'on peut envisager une entrée. Ok, pour vraiment appliquer ça, il y a un changement de mentalité à faire. Il faut arrêter de penser en termes de lignes précises sur un graphique et commencer à voir les choses en termes de zones d'opportunité. Et c'est là que ça devient vraiment malin. Dans une tendance baissière, cette zone de retracement entre 50 et 61,8%, on l'appelle une zone premium. C'est un endroit où le prix redevient cher, donc c'est un super spot pour vendre.
Et à l'inverse, dans une tendance haussière, la même zone devient une zone discount. Le prix est en solde en quelque sorte, donc c'est le moment idéal pour acheter. C'est la logique la plus simple du monde et c'est celle des institutionnels. Vendre cher et acheter pas cher. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce concept est ce qu'on appelle fractal, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur toutes les échelles de temps. Qu'on fasse du scalping à la minute ou du swing trading sur plusieurs jours, la logique reste la même. On cherche des prix discount pour acheter et des prix premium pour vendre. La seule chose qui change, c'est l'échelle de notre graphique. Allez, on assemble la dernière pièce du puzzle. C'est la couche de protection si on veut, celle qui va s'assurer que notre trade ne va pas à contre-courant de la grosse vague du marché. Ça, c'est une vérité absolue en trading. On peut avoir le plus beau signal du monde sur un petit graphique, mais si on essaye de nager à contre-courant de la tendance de fond, on a 9 chances sur 10 de se noyer. C'est pour ça que l'analyse top-down, c'est-à-dire du grand graphique vers le petit, est vitale. C'est ce qui met les chances de notre côté. Ce tableau, c'est un peu notre boussole. Il nous montre comment aligner les planètes. Par exemple, si on cherche une entrée sur un graphique 1 minute, on doit d'abord vérifier que la tendance est dans le même sens sur le graphique 15 minutes. C'est vraiment un jeu de zoom et de dézoom. On regarde la direction générale sur la grande carte, la macro, avant d'aller chercher notre point d'entrée précis sur la petite carte, la micro. Donc pour résumer, voilà la checklist à suivre avant chaque trade. On se pose les questions dans l'ordre. 1. Le marché est-il bien en tendance? 2. Est-ce qu'on a identifié une zone premium ou discount? 3. Est-ce qu'il y a eu un balayage de liquidité? 4. Est-ce qu'une bougie a bien clôturé à l'intérieur de la zone? Et enfin 5. Le trade est-il bien aligné avec la tendance du graphique supérieur? Si on peut cocher toutes ces cases, alors la configuration est solide. Et on va finir avec une question juste pour faire réfléchir. Si un outil aussi classique, aussi fondamental que Fibonacci est en réalité utilisé comme un piège, combien d'autres règles de trading qu'on apprend dans les livres sont elles aussi des pièges déguisés, des mécanismes conçus pour que la majorité des traders perdent au profit d'une minorité? Ça laisse songeur, n'est-ce pas?